The Queen, as you would expect, is an incredibly stoic person, she described his passing as a miracle. Là où il avait jadis été accueilli par des révérences, des pas rapides et une légère nervosité, je ne voyais plus que des dos droits, des regards froids et une absence de hâte remarquable. Plus personne ne s'empressait de lui plaire. Plus personne ne l'appelait « Votre Altesse Royale ». Le simple « Monsieur Mountbatten Windsor » résonnait comme une gifle. Pas trop fort, mais suffisamment pour être ressenti. J'ai remarqué qu'Andrew se figeait lorsqu'on s'adressait à lui comme à un visiteur renouvelant son permis de conduire. Ce simple changement de ton en disait plus que 1000 déclarations publiques. C'était un signal institutionnel, son monde avait basculé à jamais. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas seulement son malaise évident, mais aussi la facilité avec laquelle le personnel a adopté cette nouvelle dynamique. Plus aucune crainte de prononcer les mots justes, plus aucune réticence à croiser le regard des autres. Certains semblaient même soulagés comme libérés d'un poids. Pendant des années, ils avaient subi les caprices, les accès de colère et les exigences d'un homme habitué à ce que chacun se plie à ses désirs. Désormais, ils pouvaient enfin s'affirmer. Et ils l'ont fait. Le changement n'avait rien de passager, il était profondément ancré, comme si le tribunal avait consciemment décidé qu'il était temps de laisser tomber les masques. Les conséquences de la décision du roi Charles se sont fait sentir partout, non seulement dans les attitudes, mais aussi par la disparition de ces petits symboles de favoritisme royal. Il est surprenant de constater à quelle vitesse les privilèges disparaissent lorsqu'ils ne sont plus considérés comme acquis. J'ai entendu dire que son service de repas privé, autrefois un confort discret, dont il bénéficiait en vertu de son statut royal, avait été supprimé. Un Deliveroo royal, comme certains l'appelaient avec humour. Plus de déjeuners apportés de Windsor au Royal Lodge. Plus de chefs personnels livrant discrètement des plats. Les instructions étaient claires, plus rien n'est expédié. Si Andrew veut manger, il devra se débrouiller seul ou se contenter de ce qu'il peut trouver chez lui. Que signifie pour un homme qui a toujours été servi de voir soudainement vivre comme tout le monde, cette question me taraudait tandis que j'observais l'impact que cela avait sur lui. Et en même temps, je comprenais l'immense portée symbolique de cette situation. Car au sein des structures royales, le pouvoir ne se résume pas à des titres, mais à des rituels, de petites répétitions qui affirment qui l'on est et qui sont les autres. Lorsque ces rituels disparaissent, il ne reste qu'un être humain. Et c'est peut-être précisément ce qu'Andrew ne supporte pas, la disparition de son identité royale, dépouillée de tout son prestige, réduite à un simple nom de famille. Pourtant, je me demandais qu'est-ce que cela fait vraiment pour quelqu'un qui a passé des décennies au cœur d'un système hiérarchique rigide. Est-ce une leçon d'humilité ou une torture sans fin? Et surtout, réalise-t-il que c'est le fruit de ses propres choix, ou se voit-il comme la victime d'un complot au sein du palais? Son regard autour de lui, irrité, surpris, voire mortifié, en disait long. Il souffre non seulement d'une humiliation publique, mais surtout d'une humiliation privée infligée par des personnes qu'il considérait autrefois comme inférieures. Quand je repense à l'occasion qu'il a eue il y a des années d'assumer ses responsabilités, je ne peux m'empêcher de me demander si cette situation aurait pu être évitée. Un remords plus précoce ou une honnêteté publique aurait-il changé quelque chose? Ou sa chute était-elle déjà scellée dès que son nom a été associé à celui de Jeffrey Epstein? La réalité est que la réputation au sein de la monarchie est plus fragile que l'or et la moindre fissure peut mener à la ruine. Ce que j'ai vu à Windsor n'était pas un faux pas passager mais le début d'un changement structurel. Un signal clair du palais Andrew n'a plus de retour en arrière possible. Son arrivée n'était pas une simple visite mais une déclaration, et peut-être même un avertissement. Car si tel est l'accueil qu'il reçoit dans la ville où il a grandi, qu'est-ce que cela présage pour son avenir ailleurs? Tandis qu'il traversait ces couloirs sans que personne ne puisse s'écarter, j'ai ressenti l'histoire se répéter douloureusement. Le pouvoir royal peut sembler insensible au choc, mais celui qui le détient ne l'est généralement pas. Et lorsque cette personne est confrontée à ce qui était autrefois une évidence, mais qui est désormais inaccessible, une question fondamentale se pose: comment faire face à sa propre destitution? Peut-être n'est-ce que le début de sa chute. Ou bien a-t-il atteint le point le plus bas, après quoi il n'a plus rien à perdre? La question reste ouverte. Et c'est peut-être précisément ce qui la rend si fascinante. En continuant d'examiner les changements qui entourent Andrew, j'ai pris conscience du pouvoir symbolique profond qui imprègne le système royal. Ce ne sont jamais seulement les titres prestigieux, les cérémonies d'État ou les apparitions publiques qui affirment le pouvoir, mais bien les rituels quotidiens subtils qui consolident la position. Et maintenant, alors que ces rituels sont délibérément supprimés, je vois le monde d'Andrew s'effondrer peu à peu. C'est presque comme si le palais tentait de démontrer que le pouvoir ne se retire pas d'un seul coup, mais par une série d'étapes soigneusement calculées qui ensemble forment un signal irréversible, son temps est révolu et toute possibilité de rédemption est exclue.
En l'observant, j'ai compris que chaque petit changement, apparemment insignifiant en soi, est en réalité une pierre angulaire d'une réalité entièrement nouvelle où il n'est plus l'homme qu'il était. Considérons maintenant l'élément le plus visible, la façon dont on s'adresse à lui. Autrefois, il allait de soi que chacun s'adressait à lui avec le respect profond qu'implique l'appellation « Votre Altesse Royale ». Un titre ne se résume peut-être qu'à quelques mots, mais au sein de la hiérarchie de la cour britannique, cette formule porte en elle le poids de siècles de tradition. J'ai remarqué comment ces mots anciens résonnaient jadis comme une affirmation constante de son identité. Aujourd'hui, cette formule a disparu, remplacée par une appellation presque banale, Monsieur Mountbatten Windsor. J'ai vu à quel point cette formulation l'a affecté, comme si son nom s'était soudainement détaché de l'histoire qui lui conférait son statut. Le pouvoir est bien plus que de l'influence. C'est aussi la façon dont le monde reconnaît votre présence. Lorsque ce titre change, le monde change avec lui. La perte de ces titres n'est pourtant qu'un aspect de sa nouvelle réalité. Plus frappant encore est la manière dont les privilèges pratiques qu'Andrew a tenus pour acquis pendant des décennies lui sont retirés un à un. Le service de livraison discret qu'on appelait Royal Deliveroo en est un exemple. Il permettait de se faire livrer des repas directement du château de Windsor à son domicile, même après qu'il ait cessé d'être un membre actif de la famille royale. Ce qui était autrefois un service de routine a maintenant cessé brutalement. Du palais Estui est venue l'instruction plus de livraison. Cela paraît simple, presque anodin, mais c'est précisément cette apparente futilité qui le rend si déconcertant. Car au sein de la cour, la suspension d'un petit service peut parfois avoir plus de poids que la perte d'un titre. Elle montre que son statut exceptionnel n'existe plus, qu'il vit désormais comme n'importe quel autre citoyen et doit subvenir à ses propres besoins alimentaires. Et puis il y a le comportement du personnel, reflet d'un changement plus profond au sein de la culture du palais. Pendant des années, ils ont dû composer avec la réputation d'André, réputé pour son exigence et parfois son comportement franchement désagréable. Les anecdotes abondent sur son impatience, sa tendance à s'emporter, ses « dépêchez-vous » insistant lorsqu'on ne travaillait pas assez vite à son goût. Je me souviens des membres du personnel chuchotant à propos de leurs expériences, toujours soucieux de ne pas l'irriter. Aujourd'hui, je vois ces mêmes personnes se tenir droites et sans hésitation en sa présence. Certains semblent même se délecter subtilement de ce nouveau rôle. Là où ils devaient autrefois s'incliner, ils peuvent désormais respirer. Là où ils devaient chuchoter, ils peuvent désormais parler. La cour les a libérés de leur ancienne obligation de soumission. Et je le vois dans chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles, chacun de leurs regards. Ce changement de protocole n'affecte pas seulement la façon dont Andrew est traité. Il affecte aussi la façon dont il se perçoit. Car quelle que soit la résistance au changement, les rituels sont comme un miroir reflétant notre propre identité. Que se passe-t-il lorsque ce miroir se brise ? J'ai perçu dans son attitude quelque chose qui m'a intrigué, un mélange de confusion, de douleur et de déni, comme s'il cherchait encore à comprendre comment le monde qu'il avait servi pendant des décennies pouvait désormais lui tourner le dos avec autant de véhémence. Et je me suis demandé, réalise-t-il que ces changements ne sont pas de simples corrections fortuites, mais des messages délibérés émanant du cœur même de la monarchie ? Le roi Charles a clairement indiqué qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ces nouveaux protocoles ne sont ni temporaires ni expérimentaux. Ils reflètent la décision officielle de dissocier définitivement Andrew de la structure cérémonielle de la couronne. Ce qui était autrefois subtil est désormais explicite, il ne fait plus partie intégrante du fonctionnement de la monarchie. La dimension symbolique de son existence royale a été ôtée et il ne reste plus qu'un homme qui tente encore de s'accrocher à son ancien rôle malgré le déni de tous. Mais je me pose aussi une autre question, ce démantèlement symbolique suffira-t-il à clore définitivement le chapitre ? Ou bien créera-t-il un vide où son ressentiment, son entêtement et son besoin de reconnaissance ne feront que croître ? Car celui qui perd le pouvoir ne perd pas pour autant le désir de le conquérir. La question est de savoir s'il acceptera sa situation actuelle ou s'il continuera à se battre pour quelque chose qu'il a déjà perdu. Le pouvoir de la monarchie réside souvent dans sa capacité à transmettre des messages forts par des gestes discrets. Et c'est précisément ce message silencieux qui pèse désormais sur Andrew. Chaque salutation manquée, chaque repas omis, chaque discours correct mais distant lui rappelle que sa position n'est plus soutenue par l'institution qui a jadis fait sa grandeur. Il est désormais seul, privé des symboles qui l'ont enveloppé pendant des années. Que lui reste-t-il donc ? La réponse à cette question semble d'une évidence troublante, un homme qui peine à trouver sa place dans un système qui le considère désormais comme un paria. Et c'est peut-être encore plus douloureux que les critiques publiques, car c'est seulement à huis clos dans les couloirs où sa voix résonnait jadis que se révèle toute l'ampleur de sa chute. En réfléchissant à l'érosion systématique des privilèges d'Andrew, j'ai réalisé que cette situation reflétait non seulement les politiques institutionnelles, mais aussi les dynamiques humaines qui se jouaient à huis clos depuis des années.
Le pouvoir peut être formellement octroyé, mais le ton, l'atmosphère et la volonté de le maintenir sont façonnés par les comportements quotidiens. Et c'est là que réside le cœur du problème actuel d'Andrew, l'aboutissement de décennies de faux-semblants d'accès, de colère, d'exigence et d'ingratitude. Lorsqu'un tel système s'effondre, ce n'est pas à cause d'un simple scandale, mais à cause d'une tension qui s'accumule et qui finit par exploser lorsque le masque tombe. En observant ces interactions avec le personnel, j'ai constaté comment un long historique d'abus de pouvoir était désormais discrètement puni. Ce n'était ni de la vengeance ni une rébellion ouverte, c'était un soupir de soulagement collectif qui se traduisait par une neutralité professionnelle mais d'une froideur saisissante. Je me souviens des histoires qui circulaient pendant des années au palais. Ses aides chuchotaient sur son caractère, les domestiques échangeaient des regards furtifs lorsqu'il faisait irruption dans une pièce comme si l'orage grondait. Les anecdotes allaient des remarques irritées aux violentes disputes. La façon dont il traitait son personnel comme de simples pions à sa disposition pour satisfaire le moindre de ses désirs instaurait un climat de peur omniprésent. L'une de ses exclamations les plus célèbres, « Dépêchez-vous », résonnait non pas comme une instruction mais comme un ordre d'un homme qui estimait que chacun devait travailler plus vite, mieux et plus discrètement. Le respect était manifestement à sens unique, il l'exigeait mais le rendait rarement. Il n'est donc pas surprenant que le personnel réagisse désormais visiblement différemment. Il semble libéré d'une forme d'oppression professionnelle qui perdurait depuis longtemps. L'absence de révérence n'est donc pas perçue comme une punition symbolique, mais plutôt comme la correction d'un déséquilibre qui durait depuis des années. En voyant comment le personnel s'adressait à lui, avec fermeté mais politesse, sans engagement excessif ni crainte, j'ai compris que ce moment ne concernait pas seulement Andrew, mais aussi eux. On leur donne enfin l'espace nécessaire pour être considérés comme des professionnels et non comme des subordonnés condamnés à une soumission éternelle. Je me demande si Andrew perçoit le lien entre qui il était pendant des années et la façon dont il est traité aujourd'hui. Comprend-il la cause et les faits? Comprend-il que l'accueil glacial dont il est victime n'est pas un ordre venu d'en haut, mais une réaction spontanée de personnes qui se sentent enfin suffisamment en sécurité pour cesser de le traiter comme un supérieur? Il y a quelque chose de terriblement ironique dans sa situation. L'homme qui a toujours compté sur le respect qu'on lui a accordé subit maintenant les conséquences de ne jamais avoir rendu ce respect. Les récits du livre de Tom Quinn, où d'anciens employés relatent leurs expériences avec Andrew, s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. Le ton de ces témoignages, un mélange de frustration, d'admiration et parfois même de peur, reflète un environnement de travail où l'équilibre entre pouvoir et humanité était totalement rompu. Un assistant qui s'enquérait de son emploi du temps fut sèchement réprimandé. Un domestique qui marchait trop lentement fut réprimandé. Un chauffeur qui avait commis une simple erreur fut ignoré pendant des jours. Le portrait qui se dessine est celui d'un homme habitué à ce que le monde se plie à ses exigences. Mais que se passe-t-il lorsque ce monde cesse de se plier à ses exigences, lorsque les gens restent droits? Cette question se pose aujourd'hui sous nos yeux à Windsor. Je remarque à quel point il devient mal à l'aise lorsque les membres du personnel cessent de l'éviter mais l'abordent avec la même politesse professionnelle qu'ils réservent aux visiteurs. La relation a été démantelée, dépouillée de tout apparat royal, et c'est précisément cela qui semble le déstabiliser le plus. Non pas les titres perdus, ni les critiques publiques, mais la façon dont la vie quotidienne au palais ne justifie plus sa présence. C'est une forme subtile mais puissante de mise à l'écart social. Pas de grande annonce, pas d'humiliation publique, mais un changement quotidien et palpable dans la façon dont les gens s'adressent à lui. Je suis fasciné par la rapidité avec laquelle une hiérarchie s'adapte lorsque son sommet disparaît. Les changements officiels sont venus du roi Charles, mais les changements informels émanaient de personnes qui pendant des années ont dû se soumettre à une autre autorité. Cela démontre que le pouvoir aussi solidement ancré dans les titres soit-il n'existe véritablement que lorsque d'autres sont disposés à le reconnaître. Dans le cas d'Andrew, cette volonté a disparu. Et pourtant, il y a quelque chose de tragique dans cette situation. Car malgré tout, je vois aussi un homme prisonnier d'une image de lui-même désormais obsolète. Il s'efforce encore d'agir comme avant, sa posture, son regard, ses attentes quant au comportement des autres. Mais plus personne ne joue le jeu. Cette dissonance doit être accablante. Comment accepter que toute son identité, celle qu'on a mis des décennies à construire, ne soit plus reconnue? Quel impact cela a-t-il sur une personne qui a appris très tôt que sa valeur dépendait de sa position et non de son caractère? La réponse réside peut-être dans sa façon d'appréhender la réalité qui l'entoure, une réalité où il n'est plus maître de la situation mais simple passant. Et en observant cela, je me demande sa chute est-elle plus brutale aujourd'hui à cause de ses propres actions ou à cause du système institutionnel qui le protégeait jadis et le rejette désormais? Peut-être les deux. Et c'est précisément pour cela que sa chute est si soudaine.
En observant Andrew évoluer dans un monde royal qu'il avait manifestement rejeté, j'ai compris que son combat ne se résumait pas à une question de réputation publique ou de titres perdus, mais plutôt à un profond désarroi existentiel. Ses tentatives pour se réinsérer au sein de la monarchie semblent désespérées, presque naïves. Il semble s'accrocher à un passé révolu comme si par son entêtement il pouvait remonter le temps. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est un homme pris au piège d'une toile qui se referme lentement ou qu'il tente de s'ancrer, le sol se dérobe sous ses pieds. Et c'est précisément ce qui rend sa situation actuelle si poignante. Car perdre des titres est une chose, perdre une identité qui y est liée depuis des décennies en est une autre. Son isolement n'est pas seulement social, mais aussi structurel. Le palais a tracé des lignes claires et ces lignes se précisent de plus en plus. Andrew n'est plus considéré comme un membre actif de la famille royale. Plus de devoirs, plus de représentation, plus de rôle visible. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est que cela ne semble pas être le fruit d'une décision unique, mais d'une lente série de choix délibérés au sein de l'institution qui réaffirment sans cesse qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. La monarchie a décidé qu'Andrew ne fait plus partie de son avenir et cette décision a été mise en œuvre discrètement et avec la plus grande précision. C'est ces espoirs d'un possible assouplissement sous le règne du roi Charles, une invitation, un petit rituel, un geste subtil, se sont révélés vains. J'ai vu comment il nourrissait ses espoirs, comment il pensait que ses filles pourraient servir de médiatrices, que les liens familiaux seraient plus forts que l'impératif institutionnel de distance. Mais la réalité lui a démontré à maintes reprises que la monarchie ne fonctionne pas selon les sentiments personnels. Le système se protège et dès que quelqu'un menace l'image ou l'intégrité morale de la couronne, cette personne est marginalisée sans pitié. Cela est devenu évident lorsque la nouvelle est tombée. Andrew et Sarah Ferguson n'étaient plus les bienvenus à Sandringham pour les réunions familiales traditionnelles. Ce qui allait de soi, la participation aux célébrations de Noël, les réunions privées, les promenades familiales jusqu'à l'église, a été brutalement interrompue. Cette exclusion est bien plus qu'une simple décision pratique. C'est un geste symbolique profondément émouvant qui se déroule dans un lieu indissociable de son enfance et de son identité royale. Sandringham n'est pas qu'une résidence, c'est un héritage de continuité monarchique. Et désormais, il est au sens propre comme au figuré mis à l'écart. Tout aussi révélateur est son combat incessant pour rester à Royal Lodge. Cette résidence, jadis un privilège incontestable, est devenue un champ de bataille où s'entremêlent contrats, droits de propriété et attentes royales. Un déménagement dans une résidence plus modeste et moins prestigieuse du domaine de Sandringham semble inévitable, mais il persiste à résister. En y réfléchissant, je me suis demandé pourquoi il s'accroche si obstinément à ce lieu. Peut-être est-ce parce que Royal Lodge est le dernier symbole tangible de son ancienne vie, un point d'ancrage le protégeant de la perte totale de son statut. Mais le palais voit les choses autrement. Royal Lodge est un privilège non un droit, et les privilèges peuvent être révoqués. Plus frappant encore est le fait que son isolement ne lui soit pas seulement imposé de l'extérieur, mais aussi ressenti de l'intérieur. Au sein de sa famille, la confiance semble avoir complètement disparu. Lorsqu'il voit ses neveux, nièces ou autres proches, leur attitude est polie mais distante. C'est comme s'il existait un consensus tacite de ne pas le soutenir, de ne lui accorder aucune visibilité ni légitimité qui suggérerait un retour au sein de la famille royale. La monarchie fonctionne comme un organisme, elle se protège en isolant ses cellules malades. Andrew est désormais une de ces cellules. Pourtant, je me demande souvent ce qu'il voit lorsqu'il se regarde dans le miroir. Comprend-il que ses tentatives de retour sont vouées à l'échec car sa réputation est plus gravement atteinte que jamais ? Ou croit-il encore que la tempête se calmera d'elle-même, que le public finira par le tolérer à nouveau, que le pardon n'est qu'une question de temps ? Son comportement laisse penser qu'il a du mal à accepter la situation. À ses yeux, tout cela semble temporaire, comme s'il existait un bouton de réinitialisation qu'il suffirait un jour d'actionner. Mais la monarchie ne fonctionne pas avec des boutons de réinitialisation. La stabilité institutionnelle prime sur les individus même lorsqu'il s'agit de sa famille. Son isolement devient donc une réalité inéluctable. Et tandis qu'il s'accroche aux vestiges de son ancienne vie, je vois un homme rattrapé par l'histoire. Non seulement par le scandale, mais aussi par la prise de conscience que son comportement, son attitude, son arrogance, son manque de remise en question est désormais exposé au grand jour privé de la carapace qui l'entourait depuis des années. La question que je me pose est simple, qu'advient-il de celui qui a bâti toute son identité sur des privilèges qui disparaissent à présent ? Est-ce le moment où il va enfin affronter la personne qui se cache derrière le prince, ou restera-t-il prisonnier de l'illusion d'un statut qu'il ne retrouvera jamais ? La réponse semble émerger lentement, mais sûrement du silence qui l'entoure. Ce qui s'est révélé être un choc encore plus grand ces derniers mois, cependant, n'est pas venu des couloirs de Windsor ou de Sandringham, mais des zones d'ombre numérique du passé d'Andrew.
Alors que son univers social et cérémoniel s'évaporait peu à peu, une nouvelle vague de révélations a émergé des courriels divulgués entre Andrew et des proches de Jeffrey Epstein. En parcourant cette correspondance, j'ai senti quelque chose changer, comme si toutes les humiliations précédentes n'étaient que le prélude à un effondrement bien plus profond. Car même si Andrew avait affirmé avoir rompu tout contact avec Epstein, même s'il avait clamé son innocence et son ignorance, ces messages dressent un tout autre tableau. Ils ne révèlent pas un détachement froid, mais la panique. Non pas l'ignorance, mais l'implication. Non pas l'assurance, mais des tentatives désespérées de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait depuis longtemps. Dans un de ses messages, il écrivait « Je n'en peux plus ». Ces mots m'ont hanté, non seulement par leur charge émotionnelle, mais surtout par leur ironie. Car ils ne provenaient pas d'un homme publiquement harcelé, mais de quelqu'un qui, en coulisses, semblait concentrer toute son énergie à sauver son image. Le masque qu'il portait depuis des années, celui du prince confiant et inviolable, tombe complètement dans cette correspondance. À sa place apparaît le portrait de quelqu'un qui tente désespérément d'effacer son nom d'une liste grandissante de révélations. Ce qui m'a encore plus frappé, c'est la façon dont il suppliait les autres de rédiger des déclarations dont il insistait pour obtenir des modifications dont il essayait de faire disparaître des détails. Ce n'était pas une stratégie fondée sur les faits ou l'honnêteté, mais sur la manipulation de l'opinion. Il ne cherchait pas à clarifier la vérité, il cherchait à l'enterrer. Ce qui rend ces courriels si accablants, c'est qu'ils contredisent ses déclarations publiques. Après tout, il avait toujours affirmé connaître à peine Epstein, que leur contact était été minime et qu'il avait pris ses distances. Or, ce que je constatais, c'était l'absence totale de distance. Cet homme était plongé au cœur de la gestion de crise, parfaitement informé, pleinement impliqué et profondément bouleversé. Et cela soulève des questions troublantes. Le palais était-il au courant? Et si oui, depuis combien de temps? Ou bien Andrew lui aussi leur créait-il une version alternative de la réalité? La réponse à cette question pourrait bien déterminer l'ampleur réelle des dégâts institutionnels. Le contenu des courriels dépasse la simple panique. Il révèle qu'Andrew, malgré ses affirmations selon lesquelles il avait renoncé à Epstein, communiquait encore activement avec son réseau. Ce qui rend ses interviews précédentes, où il se présentait comme ignorant de la situation, encore plus pénibles à revoir. Car ces courriels suggèrent qu'il était non seulement au courant, mais qu'il a aussi tenté de limiter les dégâts avant que le public ne soit pleinement informé. Cela illustre un comportement difficile à ignorer, un homme plus soucieux de sa propre protection que de ses responsabilités. Ce qui m'a peut-être le plus surpris, c'est la fragilité et le manque de préparation qui se dégageaient de certains de ces messages. Non pas le ton d'un homme qui avait passé des années à rencontrer des dirigeants du monde entier et à défendre les intérêts nationaux, mais celui de quelqu'un submergé par un incendie qu'il ne pouvait plus éteindre. Ces paroles exhalaient la peur, l'urgence et la confusion. Le masque de l'assurance royale avait complètement disparu. Et cela soulève une question récurrente: s'il avait tant de mal dans sa correspondance privée, quel chaos devait régner derrière les portes du palais? L'effet de ces révélations sur sa réputation est dévastateur. Là où auparavant de petits groupes le défendaient ou estimaient qu'il s'agissait d'une exagération publique, ce soutien semble désormais s'être complètement évaporé. L'opinion publique s'est retournée en masse contre lui et même au sein de la monarchie, la tolérance a chuté au minimum. Il n'y a plus aucun soutien pour obtenir réparation, plus de place pour la nuance, plus aucune perspective de réhabilitation. Ces courriels ont mis au jour quelque chose d'irréparable. Ils montrent qu'Andrew a non seulement commis des erreurs, mais a aussi tenté d'en dissimuler les conséquences. Tandis que je continuais à réfléchir à sa panique, je me demandais qu'arrive-t-il à un homme lorsque sa réalité alternative si soigneusement construite s'effondre? Quelqu'un d'aussi longtemps habitué aux privilèges et à la protection peut-il seulement supporter leur absence totale? La peur que je percevais dans ses paroles me laisse penser que non. Il sent l'étau se refermer sur lui. Il sent que le contrôle n'est qu'une illusion. Il sent que son nom, son statut et son passé ne suffisent plus à le sauver. Tout cela renforce l'impression qu'Andrew a chuté, non seulement à cause de ses actes, mais surtout à cause de ses réactions à ses actes. Son comportement en coulisses montre clairement qu'il n'a jamais vraiment voulu prendre la mesure de la gravité de la situation. Il n'a jamais opté pour la transparence totale, ni pour l'humilité, ni pour la responsabilité. Au contraire, il a choisi la panique et le contrôle. Et c'est précisément ce qui rend cette correspondance si explosive. La question qui demeure est peut-être la plus fondamentale: si ces courriels sont déjà si préjudiciables, que cachent encore les archives, les boîtes de réception ou les documents qui n'ont pas encore fuité? Car cela ne donne pas l'impression d'être toute l'histoire. C'est plutôt la première fissure dans un barrage qui cède depuis longtemps. En prenant conscience de l'ampleur de la situation, le retour humiliant à Windsor, la disparition des symboles de pouvoir, la réaction glaciale du personnel, l'isolement croissant au sein de la famille et les révélations accablantes des courriels, j'ai compris que la chute d'Andrew n'était pas un événement ponctuel mais un processus. Un processus qui touche désormais à sa fin.
L'image qui demeure est celle d'un homme autrefois solidement ancré dans la monarchie mais lentement et inconditionnellement abandonné par cette même institution. Et tandis que je voyais les vestiges de son ancienne vie disparaître peu à peu, je voyais aussi Andrew s'accrocher à une réalité qui n'existe plus. Ce qui rend cette situation si douloureuse, ce n'est pas seulement l'ampleur de sa chute, mais aussi son incapacité à se redéfinir en dehors de la structure qu'il avait soutenue pendant tant d'années. Ce qui m'inquiète le plus à présent, c'est son avenir dans un monde qui ne le reconnaît plus comme prince, ne le protège plus et n'a plus besoin de lui. La monarchie a clairement indiqué qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Ses titres ont disparu, ses fonctions ont été abolies, son rôle public supprimé, et même sa présence au sein de la famille royale est perçue comme une menace pour l'image de l'institution. Tout ce qui le définissait autrefois, le poids de son nom, les privilèges de son rang, la protection de la cour, n'existe plus que dans le souvenir. Et ce souvenir, je le vois lui, est chaque jour plus douloureux. Plus poignant encore, Andrew semble croire toujours à un retour en grâce. Comme si malgré tous les signes, il s'attendait à ce que la tempête finisse par se calmer et que ses frères et sœurs lui accordent une nouvelle chance. Mais rien ne laisse présager le contraire. Au contraire, les décisions du palais se font de plus en plus dures, de plus en plus irrévocables. Son déménagement dans une maison plus petite et isolée du domaine de Sandringham, un choix qu'il refuse d'accepter, symbolise précisément ce changement. Le message est clair, il doit se retirer. Non seulement physiquement, mais aussi symboliquement. Sa présence ne doit pas assombrir l'avenir de la monarchie. Mais même s'il accepte cela, la question demeure, où peut-il aller ? Andrew a été dépouillé non seulement de son rôle, mais aussi de la structure au sein de laquelle il a toujours évolué. Il ne peut plus occuper de fonctions publiques, il ne peut plus exercer de fonctions diplomatiques, il ne peut plus reprendre ses activités caritatives sans risquer de nuire à la réputation des organisations. Il ne peut même plus compter sur un soutien familial discret car le palais semble n'avoir qu'un seul objectif, maintenir une distance maximale. Et puis il y a ces courriels qui planent comme une ombre sur chaque nouvelle décision. Ils nuisent non seulement à sa réputation mais aussi à la confiance que la monarchie lui accorde. Car si de tels documents compromettants existent déjà, des documents qui exposent sa panique, son implication et ses dénégations, qu'adviendra-t-il des informations qui pourraient encore être dissimulées ? Le palais le craint, je le vois bien. Non pas pour le protéger, mais parce que chaque nouvelle révélation est interprétée comme un problème structurel au sein même de la monarchie. Les institutions qui le protégeaient autrefois ne veulent plus rien avoir à faire avec le souvenir de ces actes et encore moins avec les nouveaux risques qu'ils encourent. Cela met cruellement en lumière le problème central. Andrew est désormais un personnage sans rôle, sans statut, sans direction. Aux yeux de la monarchie, il appartient au passé, mais aux yeux du public, son histoire reste en suspens. Il flotte entre ces deux mondes sans maîtrise de son destin, sans influence sur son avenir, sans voie à suivre. C'est un homme qui semblait jadis inviolable, mais qui est maintenant prisonnier d'un vide qu'il ne peut ni quitter, ni combler. Je me demande comment il vit tout cela lorsqu'il est seul le soir. Réfléchit-il à ses erreurs ? Comprend-il l'ampleur de son rôle dans tout cela ? Ou se voit-il encore comme une victime d'un concours de circonstances malheureux ? Son attitude laisse penser qu'il a du mal à l'introspection, mais la réalité dans laquelle il vit désormais l'oblige à réfléchir. Car sans privilège, sans titre, sans protection, il ne lui reste plus rien où se cacher. Et cela m'amène à la question qui résume tout. Que reste-t-il de son identité une fois les liens royaux rompus ? Les courriels ont révélé qu'il n'exerçait pas le contrôle qu'il croyait. Les décisions du palais ont montré que sa famille ne le considère plus comme faisant partie de l'avenir. Et l'opinion publique a clairement indiqué qu'il n'aura pas de seconde chance. Sa chute est complète. Mais son histoire ne l'est pas. Car quelle que soit la profondeur de la chute, la question demeure: que se passe-t-il ensuite ? Peut-on se réinventer quand tout ce qui nous définissait a disparu ? Ou bien continue-t-on à vivre comme une relique d'un passé que personne ne souhaite restaurer ? C'est la question en suspens qui plane sur toute cette affaire. Et c'est peut-être la question qu'il devrait se poser le plus urgemment.